Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est venu de loin. Il s'appelle Tarand Marek. Il est secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal délégué à la vitalité de la langue bretonne à Brest. Et il est avec nous ce matin en direct. Je le remercie. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris le train pour être avec nous très tôt. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Bretagne 5. On va parler de politique ce matin. En commençant par cette campagne des européennes qui commence, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, mais force est de constater que le contexte est particulier. Oui, c'est dernièrement avec un contexte un peu international très tendu au niveau guerrier qui nous inquiète tout particulièrement. C'est dernièrement avec le discours de Macron, ce discours un peu va en guerre sur le conflit ukrainien, mais à côté de ça, il y a aussi le conflit palestinien qui nous préoccupe tout particulièrement. On va en parler. On est très mobilisés sur la question. Alors, il y a eu cette intervention du président de la République hier soir à la télévision qui s'est expliqué, on pourrait dire qu'il s'est justifié de ses propos autour justement de la guerre en Ukraine, avec une petite polémique révélée par le journal Le Monde et ses propos en off, comme l'on dit, avant la fin de l'année, je vais devoir envoyer des mecs, c'est le terme employé, à Odessa. Odessa, c'est au sud de l'Ukraine, pour situer. Est-ce que selon vous, ce sont des propos, on va dire, dangereux? Oui, clairement. Ça... Déjà, pour nous, c'est très clair. Poutine, c'est un dictateur, c'est un adversaire, c'est quelqu'un de dangereux qui a attaqué l'Ukraine. Et évidemment qu'il faut soutenir l'Ukraine pour sa défense. Mais nous, au Parti communiste, on pense qu'il faut geler le front. Il ne faut pas aller sur une surenchère guerrière. Et... parce qu'on se pose très vite la question de jusqu'où on va, quoi. On commence d'abord par envoyer des militaires en Ukraine, mais à quel moment on s'arrête? Est-ce qu'il va falloir envoyer des militaires en Russie pour faire la guerre contre Poutine? Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi, même si c'est un dictateur, même si c'est particulièrement compliqué de communiquer avec Poutine, il va falloir mettre Zelensky et Poutine autour de la table et amener un débat. Il va falloir parler sans être fermé à aucun sujet, que ce soit la neutralité de l'Ukraine, ce qui est jamais remis en question. Et il y a un moment, on ne peut pas laisser les populations subir ça, se faire subir les bombes, subir la guerre, parce que il y a des personnes qui meurent de chaque côté de la frontière, et il y a une réalité qui est que dans tous les cas, ce seront les populations qui vont subir cette guerre. Et il faut sortir un peu de cette vision stratégique internationale et penser avant tout à la paix, parce que la pire des solutions, c'est clairement la guerre. Une forme de géopolitique qui s'appuie finalement sur la diplomatie, sur le fait de pouvoir apaiser les deux camps. Pourtant, on voit que cette solution est peu ou prou rejetée par l'Ukraine, qui veut continuer, qui veut gagner sa guerre. On a le sentiment qu'il n'y aura pas de gagnant, qu'il n'y aura pas de perdant. Il y a que des perdants, ça c'est sûr, parce que c'est les civils qui vont perdre. Mais après, c'est vrai que l'Ukraine est attaquée, qu'il faut lui permettre de continuer de l'aider pour défendre son territoire. Ça, pour nous, c'est clair. Mais il ne faut pas non plus laisser aller dans la surenchère guerrière. Et à chaque coup, chacun des camps veut aller plus loin et voudra toujours aller plus loin. Et je pense qu'il faut trouver une solution pour une paix en urgence, pour arrêter les bombes. Avec cette menace brandie par Vladimir Poutine à l'endroit de la France du reste, en disant attention, on possède nous aussi l'arme nucléaire. Est-ce que c'est une folie d'aller là encore dans la surenchère? Oui, clairement, nous, on est communistes, on est totalement contre l'armement nucléaire, on est mobilisés sur le sujet. En parlant des Européennes, notre tête de liste, qui était l'année dernière encore secrétaire national des jeunes communistes, était venu jusqu'à Brest, où on était allé devant la base de l'île Longue, du côté de Crozon, pour montrer que nous étions déjà à l'époque mobilisés contre l'armement nucléaire et pour la paix, parce qu'il faut porter à l'international un discours de paix autant que possible et de diplomatie, et sortir de cette surenchère où
C'était le cas dernièrement avec l'augmentation de l'argent dédié à l'armement en France, et une bonne partie va dans le nucléaire. C'est des coûts énormes, et c'est totalement absurde quand on voit la difficulté dans laquelle sont nos services publics, la misère qui frappe de plus en plus notre pays, de mettre tout cet argent dans la guerre sans travailler à plus de diplomatie et un réel travail sur la diplomatie. C'est absurde. Alors on voit des voix dissonantes en Europe, hein, là encore, suite aux propos du président de la République, propos qu'il a donc réitérés hier soir. On a vu que le premier partenaire de la France, l'Allemagne, s'est désolidarisé d'autres partenaires européens, jusqu'aux États-Unis, qui ont dit nous, on ne veut pas rentrer en guerre frontale avec la Russie. L'OTAN, qui s'est exprimé, il s'exprime rarement sur sa stratégie. Est-ce que la France est isolée aujourd'hui ? Je pense que oui. Dans cette surenchère guerrière, je pense que beaucoup d'États comprennent que jusqu'à où ça peut aller. Hein, ça va même pas forcément s'arrêter à la Russie. Hein, ça peut aller plus loin, et je crois que beaucoup d'États sont pas prêts à sacrifier leur population à une guerre absurde. Alors que dans tous les cas, il y a des dictatures un peu partout dans le monde. On ne peut pas partir sur une guerre frontale comme ça, où on envoie essayer d'amener la démocratie à coups de bombe. C'est totalement absurde, et c'est les populations qui vont subir à la fin. Je crois que c'est totalement absurde comme choix, et évidemment ça nous isole petit à petit. Avec une recomposition géopolitique, on voit avec la Chine, avec l'Inde aussi qui se positionne, l'Afrique qui se tourne plus vers la Russie finalement que vers les anciens colonisateurs, et puis on a les États-Unis qui vont voter bientôt. On vote aujourd'hui en Russie avec peu de surprises sur l'issue du scrutin. Les États-Unis, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on parle du retour de Donald Trump. Est-ce que pour vous, communistes, c'est une catastrophe finalement ce retour de Donald Trump ? Ça, c'est la montée de l'extrême droite partout dans le monde, c'est une catastrophe, ça c'est sûr. Après, les États-Unis sont loin d'être un pays communiste, ça c'est clair, mais il y a quand même des possibilités à gauche dans ce pays. C'est vraiment terrible ce qu'a fait Donald Trump, que ce soit à la démocratie, que ce soit sur la façon de débattre. Hein, ça c'est totalement absurde, ces stratégies, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les fausses informations. C'est une perte de qualité dans le débat public, et c'est quelque chose aussi qui arrive en France petit à petit. Hein. On voit ces fausses informations qui sont utilisées en continu, on voit cette neutralité de la presse qui est attaquée un peu partout, et c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences à l'international malheureusement. Et j'espère que les Américains feront le meilleur choix pour la démocratie, mais ça reste compliqué, c'est sûr. Voilà, on saura en novembre, là aussi, à l'issue des élections américaines, sont très compliquées en termes d'organisation et de comptage. Ça nous promet quelques longues nuits. Vous parliez à l'instant, Tarand Marek, de cette montée des extrêmes, de l'extrême droite, du populisme un peu partout. En Europe, c'est valable aussi. On le voit, des pays comme le Portugal, pas plus tard que la semaine dernière, avec les élections législatives qui ont vu une progression de Tchega, qui est l'équivalent un petit peu du Rassemblement national en France. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai posé la question à beaucoup d'intervenants ici, à beaucoup d'invités, est-ce que c'est quelque chose qui au Parti communiste inquiète, au-delà vraiment de l'inquiétude, vous dites voilà, on tourne la page d'un monde qui était quand même plutôt un monde polarisé entre la gauche et la droite, là on passe à autre chose? Oui, non, mais c'est clair. Hein. On sait que nous communistes, on sera les premiers visés par l'extrême droite s'ils arrivent au pouvoir. Ça, c'est vraiment quelque chose. En tant que parti communiste, on s'inquiète beaucoup. Après, c'est aussi une réalité. L'extrême droite, c'est la violence. C'est déjà des actes de violence envers des élus, envers des journaux, de la presse, qui sont vraiment déjà actuellement très inquiétants pour la liberté de la presse, la liberté de la démocratie. C'est déjà inquiétant alors qu'ils ne sont pas au pouvoir. J'imagine pas ce que ce serait une fois au pouvoir, et comment des tarés qui accumulent des armes pourraient se sentir libres de faire la loi. Ce serait un désastre l'arrivée de l'extrême droite, ça c'est sûr. Et malheureusement, l'extrême droite est déjà un peu là. Hein. On le voit avec Darmanin comme ministre de l'Intérieur. On voit l'idéologie sur la loi immigration, cette idéologie totalement réactionnaire et qui est incapable de faire preuve d'humanité, qui arrive petit à petit dans notre pays. Et malheureusement,
on entend l'extrême droite quand on parle de ces lois, ils se sentent déjà vainqueurs parce que leurs idées passent grâce au gouvernement qui, rappelons-le, Macron au départ se disait ni de gauche ni de droite. Malheureusement, aujourd'hui, on se pose la question s'il ne va pas plutôt se poser la question ou de gauche ou d'extrême droite et choisir l'extrême droite pour ce relent populiste. Et malheureusement, c'est la population qui va être la première victime parce que l'extrême droite ne résoudra pas tous les problèmes qu'on sait sur le pouvoir d'achat, parce que l'extrême droite est toujours mis du côté du capital, du côté de ceux qui ont beaucoup, et jamais du côté des plus précaires, et ça c'est terrible. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on donne 31% d'intention de vote à Jordan Bardella pour ces élections européennes? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui la population se tourne justement vers les idées de Rassemblement National, voire même de Reconquête, et des jeunes en particulier, hein, vous êtes jeune, hein, je ne vous ai pas posé la question de votre âge, je ne me suis pas permis, mais comment vous expliquez, vous, jeunes également, que des jeunes se tournent vers le Rassemblement National, par exemple? Je pense que déjà il y a un vote de colère, hein, ça c'est, on l'a vu sur ces années de mandat. Macron a été toujours plus méprisant, toujours moins enclin à écouter que ce soit les syndicats, les autres partis politiques, avec une vision sur l'Assemblée nationale qui est terrible. Et c'est un mépris du peuple qui a été très marqué et qui amène à une colère avec l'inflation qui arrive, évidemment qu'il y a une colère dans la population. Et en plus de ça, les grands médias qui ont été par beaucoup achetés par de grandes fortunes qui portent aussi ces idées d'extrême droite, ça a joué énormément. Et je vous coupe, pardonnez-moi, mais on peut dire le nom de ce média, CNews par exemple. Aujourd'hui, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut interdire CNews? Voilà, c'est la grande question. Je pense que le problème, c'est pas le média en soi. Hein, on voit clairement sur les interviews, dès qu'on parle de qui est le propriétaire de CNews, on voit très bien les animateurs dire non, mais ici on est libre, ici on peut dire tout ce qu'on veut, et chahuter leurs invités. C'est terrible, mais on voit très bien qu'on n'est pas dans un endroit libre, et c'est caricatural quand on les entend s'énerver pour ça, alors que la question se pose dans tout média de qui sont ceux qui gèrent le média, que ce soit public ou privé. Hein, il y a toujours des influences politiques, personne n'est neutre, on a tous notre vécu, notre origine sociale, et il n'y a pas de neutralité. Et d'autant plus quand le média appartient à une personne qui met l'argent, parce qu'un média n'est pas rentable, ça peut pas l'être. C'est clairement que voilà. On voit qu'il n'y a pas de neutralité, on voit qu'il y a un discours qui amène vers la droite, voire l'extrême droite, voire la désinformation aussi beaucoup, et une vision qui laisse pas place à la pluralité des points de vue politiques. Ça, ils sont même mis en cause pour ça, et c'est vraiment quelque chose de très inquiétant qui a un impact très fort sur les populations. Alors nous, à notre modeste niveau, on essaie en tout cas de respecter la pluralité, de laisser la parole au plus grand nombre et le plus librement possible. Et nous n'appartenons pas à un milliardaire, voilà, je tenais à le dire. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Au-delà des médias, il y a cette adhésion à ces idées, effectivement conservatrices, vous avez employé le terme de réactionnaire. Est-ce que la gauche, quelque part, alors je dis la gauche en règle générale, hein, un terme un peu générique, ne porte pas une part de responsabilité? Est-ce qu'elle s'est éloignée finalement, le terme n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais du peuple, des petites gens? Je pense que après la gauche est extrêmement large, hein, ça voilà, j'ai plus de terme générique. Hein. Ça, c'est clair que le dernier quinquennat de Hollande a été si terrible pour la gauche, même s'il y a eu des bonnes choses dans son quinquennat, mais il y a eu aussi beaucoup de casse sociale qui a été violente, qui a après dans la continuité qui a aussi amené à Emmanuel Macron, hein, ça c'est sûr. Mais cette gauche qui a été au pouvoir a déçu, ça c'est certain. Après, je pense que la gauche a aussi se pose en continu des questions. Ça c'est, on a nos grands débats, que ce soit sur l'union de la gauche ou sur la diversité. C'est aussi la gauche dans sa capacité à offrir une offre diverse, et c'est pour ça que je pense que c'est important que les partis partent chacun de son côté pour les élections européennes. Et non, parce qu'on aurait pu imaginer une union de la gauche finalement, mais là il y a une diversité de points de vue, d'appréciation, d'envie de diriger finalement cette Europe qui est pas simple à diriger, qui est aussi un peu refusée, en tout cas pointée du doigt par les Français, par les Bretons même, qui sont quand même plutôt européens.
Oui, bah clairement, ça c'est là c'était important qu'on ait plusieurs listes parce que déjà on n'a pas les mêmes opinions du tout, que ce soit le Parti communiste, le LV, le PS ou LFI sur l'Europe. C'est très 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 loin. Chaque opinion politique, on ne siégera pas dans les mêmes groupes. Ce serait absurde de produire une liste d'union sur un discours politique qui sera jamais unifié, ça c'est certain. Et c'est même important d'avoir cette diversité à gauche parce que la gauche c'est quand même un camp où on aime bien débattre, où on aime bien produire intellectuellement. Et c'est aussi important d'avoir cette offre très diverse, très poussée sur des sujets très différents. Nous, par exemple, on a porté le nucléaire, comme aussi une vision d'écologie qui est très différente de celle que porte ELV et différente de celle que porte LFI. C'est important d'avoir cette diversité, de montrer à la population qu'il y a plusieurs choix à gauche. Et je pense que c'est dans cette diversité que la gauche arrive à parler aux gens dans leur spécificité, dans les sensibilités personnelles de chaque personne. Certains seront très attirés par l'écologie, une certaine vision de l'écologie, d'autres seront attirés par notre discours, celui des communistes ou celui de la France insoumise. C'est très, très divers et c'est important, sur tous ces sujets, d'être présent. Je pense que les différents partis de gauche seront présents sur le terrain. Nous, on le sera dans tout le Finistère, ça c'est certain. Moi, je serai partout, essayer de porter la voix des communistes. Et c'est quelque chose d'important d'avoir cette diversité. Et nous, communistes, on est certains d'avoir notre spécificité à gauche et d'avoir quelque chose à porter dans ce débat. Alors, on ne va pas détailler tout le programme du Parti communiste pour ces élections européennes, programme d'ailleurs qui sera disponible auprès des citoyens, des citoyennes pour pouvoir juger sur pièce, et on en parlera évidemment sur les médias et sur Bretagne 5 en particulier, mais il y a aujourd'hui, vous avez lâché le mot écologie, aujourd'hui il y a une grande crainte, là encore aussi des jeunes générations, mais pas forcément que les jeunes générations, on a le changement climatique qui est une réalité, on n'avait pas l'habitude d'entendre le Parti communiste sur l'écologie. J'avais pas à se dire c'est un peu nouveau, vous allez me contredire si je dis une bêtise, mais avec un véritable programme écologique. Vous parliez du nucléaire tout à l'heure, ce qui fait un peu diverger d'Europe Écologie Les Verts par exemple, mais un véritable programme. Il y avait urgence à s'emparer aussi de la question de l'écologie. Oui, bah ça c'est... Après, on a toujours été en main sur l'écologie. Là, c'est vrai qu'on a fait un travail, la commission écologie a fait un travail extraordinaire sur le sujet pour produire un projet politique qui est celui des communistes pour amener à une transition écologique qui était nécessaire. Ça a été porté en partie aussi par Amar Bellal, qui est candidat sur la liste qui est d'Ille-et-Vilaine, camarade qui a porté tout ce projet politique. Et il y a plein de sujets, que ce soit le nucléaire comme une énergie quand même qui est vraiment un symbole très fort, parce que le nucléaire c'est une énergie à bas coût et à la fois décarbonée. C'est quelque chose que nous communistes, pour nous c'est extrêmement important. Notre vision de l'écologie, ce sera une écologie qui protégera les plus précaires, et ça se passera aussi par une vision, par exemple, l'énergie, le coût de l'énergie qui explose, il est urgent de défendre. Voilà, parce que le coût de l'énergie, il est calqué sur les prix du gaz aujourd'hui. Il faut décorréler les deux aujourd'hui. Il y a urgence à dire, voilà, le coût de l'énergie, c'est le coût de l'énergie, et le prix du gaz, c'est le prix du gaz. Oui, bah, ça c'est certain. Nous, on veut même aussi aller sur sortir du marché européen de l'énergie, parce que la privatisation qui est actuellement en cours de l'énergie est une absurdité qui amène à une augmentation du prix énorme. Et certains voudraient faire passer ça sous la responsabilité du conflit ukrainien, mais c'est clairement pas le cas. C'est aussi la privatisation qui amène à cette augmentation du prix de l'énergie. On l'a oublié un petit peu, mais avant le conflit ukrainien, les prix de l'énergie avaient commencé à grimper quand même assez sensiblement. Oui, c'est ça, et c'est vrai, c'est une augmentation qui est importante, qui a un coût énorme sur les ménages et qui nous rend difficilement capables d'être à la hauteur des enjeux climatiques, parce que l'énergie, c'est aussi les transports en commun. Et je ne pense pas qu'avec ce prix de l'énergie qui explose, on fera des transports en commun moins chers. Nous, par exemple, les jeunes communistes du Finistère, on porte la gratuité des transports pour les jeunes. C'est clairement... le coût de l'énergie amène dans une direction totalement inverse. Et autrement, on peut aussi parler de l'énergie pour le fret ferroviaire qu'on porte, qui est nécessaire. Et ça, c'était aussi le cas de la venue l'année dernière de Roussel dans le Finistère, où il avait porté la défense de nos lignes ferroviaires. Il avait rencontré ceux qui luttent pour la ligne Morlaix-Roscoff. Et c'est quelque chose qui est pour nous communistes très important, le ferroviaire, parce qu'on pense que ce sera une des sources de cette transition écologique. Et on
fera pas plus de fret, plus de trains avec une énergie à coût beaucoup plus élevé, quoi. Alors que l'Europe, enfin en tout cas l'Union européenne, vient d'autoriser les super camions que l'on devrait voir dans quelques mois sur nos routes. C'est une aberration, cette idée des super camions. Allez mieux mettre de l'argent dans le ferroviaire. Bah oui, clairement, c'est une absurdité. Et on sait très bien qui va payer à la fin sur les super camions. Hein. C'est des véhicules comme d'autres qui sont énormes et qui vont détruire beaucoup plus rapidement les voies, les routes. Et c'est les collectivités qui sont déjà mis en difficulté qui vont devoir payer ces routes, alors qu'on aurait très bien pu investir beaucoup plus dans le ferroviaire, comme ça a été par exemple le cas du projet Lyon-Turin que l'on soutient. Il y a des choses à faire sur le ferroviaire. On voit le besoin en Bretagne, que ce soit pour les liaisons entre Brest-Quimper, Brest-Paris. Il y a un besoin et c'est clairement sur ça qu'il fallait plutôt se pencher que sur des camions énormes qui allaient détruire nos voiries et qui allaient amener à un coût supplémentaire pour les collectivités locales qui ont déjà souvent du mal à entretenir les routes. Hein. Ce sera des dégâts, ce sera un coût important, ce sera des routes qui seront encore en moins bon état et qui vont encore impacter les plus précaires, par exemple tous ceux qui vivent sur les territoires ruraux qui vont être encore plus impactés parce que le coût à la fin, c'est les petites villes, c'est les usagers qui auront des routes moins en mauvais état, ça va amener plus d'usure sur les véhicules et ça va impacter d'abord ceux qui n'ont pas le choix de faire avec la voiture. Alors avec aujourd'hui, vous avez lancé le mot précarité. On en parle beaucoup du mot précarité. Précarité chez les jeunes, chez les étudiants. On en parlait hier avec notre invité. On a aussi cette précarité des gens qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs de longue durée, les demandeurs d'emploi. Et là, il y a une loi qui va être modifiée, cette fameuse loi sur l'assurance chômage, où Bruno Le Maire a décrété aussi vouloir reprendre la main, hein, c'est le terme employé, il est fort, sur l'assurance chômage. En fait, l'État gérerait l'assurance chômage et avec comme corollaire, évidemment, la suppression de certaines aides. On pense aux allocations spécifiques de solidarité, les fameuses ASS pour les chômeurs en fin de droit, qui se retrouveraient, ces chômeurs en fin de droit, à devoir demander l'aide des départements à travers le RSA. En donnant aussi un peu de leur temps pour travailler pour la collectivité. On a l'impression d'un resserrement social et qui crée une crainte finalement chez ces populations qui sont déjà très précarisées. Oui, mais c'est clairement le travail, c'est un sujet extrêmement important. Nous, au Parti communiste, on se défend comme une gauche du travail et c'est quelque chose d'important parce qu'on oublie bien souvent que déjà le travail, c'est pour tout le monde, ça paye pas, quoi. Pour certains, il y a beaucoup de travailleurs précaires et c'est avant tout d'abord urgent d'agir pour que tout le monde ait accès à des salaires dignes pour pouvoir vivre. Et ça, c'est quelque chose de déjà très important. Et le gouvernement va toujours vers plus de précarisation. Après, ceux qui n'ont pas accès à l'emploi, c'est aussi quelque chose de terrible hein, de voir ce gouvernement détruire tous les acquis sociaux et que ce soit le chômage ou les aides, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde n'a pas accès à un travail, c'est particulièrement difficile. Il y a des parcours de vie complexes et vouloir toujours casser et réduire les aides, enfoncer des gens qui sont déjà dans une précarité énorme, encore plus dans la précarité, c'est vraiment terrible, c'est une violence. Ces gens sont totalement déconnectés de la réalité, on voit clairement, ce sont des grandes fortunes qui sont... des millionnaires qui sont au gouvernement, c'est des gens totalement déconnectés de la réalité. C'est pas des gens qui se posent la question à la fin du mois de ce qu'il leur reste, et on voit très bien sur leur façon de faire de la politique, et c'est d'une violence qui est insoutenable. Il faut à tout prix agir contre ces lois du gouvernement, et nous serons mobilisés à chaque coup qu'on s'attaquera aux droits des travailleurs, à chaque coup qu'on s'attaquera aux plus précaires, nous serons mobilisés pour défendre leurs droits, et on pense pas que c'est en envoyant les personnes les plus précaires, par exemple ceux bénéficiaires du RSA, faire du petit travail, se faire exploiter, qu'on résoudra le problème. Quand les gens sont au RSA ou sont au chômage, c'est pas par choix, ce sont pas des vacances, et c'est déjà vécu très mal par ces gens. On sait en plus l'absence d'accès à l'aide psychologique, quelle qu'elle soit. On se dit des gens qui vivent la misère, qui n'ont pas accès à des aides psychologiques pour repartir, se retrouver en plus imposés à se faire exploiter pour un travail pour des ressources de misère, quoi. C'est insoutenable de voir toujours cette surenchère sur la violence, alors qu'à côté de ça, on sait très bien que dans notre pays, il y a des gens qui s'enrichissent de plus en plus et qui se portent très bien actuellement.
Alors on a aussi ces économies à faire. Bruno Le Maire veut trouver 12 milliards d'euros. Là aussi, hein, c'est encore évidemment vers cette loi chômage qu'il s'est tourné pour faire ces économies. On a une Europe aujourd'hui qui est censée nous protéger, mais qui est refusée finalement par... on entend beaucoup de critiques à l'endroit de l'Europe. Est-ce qu'il faudra créer un jour ou l'autre une Europe sociale ? Ah, mais ça, c'est une évidence, c'est clair. C'est l'Europe actuelle qu'on a va toujours vers le démantèlement de nos services publics, va toujours, on l'a vu avec la privatisation de l'énergie, toujours vers des politiques qui amènent à moins de services publics et moins d'aide pour les gens. C'est vraiment terrible. Il va vraiment falloir porter une Europe qui ne soit pas là pour mettre en concurrence les plus précaires, mais qui soit là pour fournir des services publics, porter une vision à la fois d'écologie et de social. Là, c'est clair. Nous, on voit petit à petit nos services publics reculer partout. On voit les bureaux de poste fermés, on voit les guichets de gare fermés, on voit l'accès aux aides petit à petit, aux démarches devenir de plus en plus difficile. On voit retirer toujours plus de personnes, alors que on peut réellement, si on se donne les ambitions sociales, aider les gens en étant au contact. Et on le voit avec les politiques sociales qu'on mène à Brest. C'est en se donnant les moyens humains d'être aux côtés des plus précaires qu'on aide vraiment, quoi. Il nous reste une petite minute. J'aurais voulu vous entendre, Tarande Marek. Je le disais en commençant, vous êtes conseiller municipal délégué à la vitalité de la langue bretonne à Brest. On parle beaucoup d'autonomie aujourd'hui. Le président de la République a lancé, j'allais dire, cette autonomie pour la Corse. En tout cas, le processus, selon Gérald Darmanin, est en route. On a entendu Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, dire voilà, ben chiche, nous aussi on veut y aller. Est-ce que c'est une bonne idée, l'autonomie ? Pour la culture, pour la langue, pour les langues. Hein, je pense qu'il peut y avoir des intérêts, ça c'est certain, que ce soit pour la langue bretonne, vu aussi la spécificité de notre territoire. Mais il faut pas croire autre chose. Mais on sait très bien que ce que ça va être avec ce gouvernement, ça va être plus d'autonomie, mais moins de moyens. Et à la fin, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Et malheureusement, avec ce gouvernement qui coupe toute forme de ressources aux collectivités, on sait très bien que cette autonomie ne va pas être une autonomie avec plus de moyens, ça va être une autonomie avec moins de moyens. Et si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire du service public convenable. Et à la fin, les habitants vont payer encore plus. Et c'est pas acceptable. Évidemment qu'il faut permettre de l'autonomie. Et moi, je suis très attaché à la langue bretonne. Et c'est un sujet qui, pour moi, est important. Il faut de l'autonomie sur ce sujet-là. Mais après, sans moyens, on ne peut pas faire grand-chose. On va devoir se quitter là-dessus. Tarande Marek, secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère, conseiller municipal délégué à la vitalité de la langue bretonne à Brest. Vous reviendrez au micro de Bretagne 5. C'était votre première sur Bretagne 5. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.